Bonjour Frédéric, ravi de te recevoir aujourd'hui au micro du Talent Podcast. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir partager avec nous. Bonjour Chloé, merci beaucoup pour ton invitation. Avec grand plaisir. Et avant de se lancer dans le vif du sujet aujourd'hui, Frédéric, j'aimerais te poser une question. Qu'est-ce que les gens qui nous écoutent aujourd'hui ne savent pas sur toi et que tu accepterais de nous partager ? Je ne sais pas ce qu'on ne sait pas sur moi. Peut-être que j'aime beaucoup aller voir des expositions et que je trouve beaucoup d'inspiration dans les musées, dans les parcours. Je trouve que les musées sont souvent assez innovants et qu'il y a plein de trucs et astuces à trouver. Et puis, un autre point, j'aime beaucoup observer les enfants dans les parcs. Je trouve que l'interaction entre les enfants, entre eux, la façon de voir la différence, puisque ça sera un peu le sujet d'aujourd'hui, est intéressante et qu'on a beaucoup de leçons à prendre en les observant interagir entre eux. Donc, je suis allée parfois dans des maisons qui accueillaient des enfants autistes, par exemple, ou d'autres lieux, hein, même à la crèche. Il n'y a pas longtemps, c'était la journée de la trisomie 21. J'ai trouvé ça étonnant, la façon dont des tout petits qui avaient à peine 3 ans t'expliquaient que c'était tout à fait normal d'avoir des chaussettes de couleurs différentes et qu'il n'y avait pas de problème, hein, c'était pas grave. Et ils l'expliquaient avec leurs mots, mais bon, voilà, ils avaient compris des messages et quelque part, ça contribue à un début de changement d'état d'esprit. Donc voilà, moi je trouve ça intéressant. Ouais, passionnant. Et puis effectivement, ça va faire un lien. Les deux sujets vont faire un lien passionnant avec le sujet d'aujourd'hui. Donc on comprend que c'est aussi le laboratoire d'observation ou comment dans des endroits différents de l'entreprise, on va pouvoir aller observer des choses qui vont nous inspirer. Et justement, c'est le thème de l'épisode aujourd'hui. Je pense que tu es la première personne à m'avoir proposé de parler de ce sujet dans le podcast. Donc ça m'a beaucoup intéressée. C'est de parler du sujet des parcours sonores. Et avant de rentrer dans le vif du sujet et de dire ce que c'est, etc., pourquoi est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, c'est un sujet auquel les entreprises devraient s'intéresser de près ? En quoi est-ce que c'est critique, finalement, de s'y intéresser ? Je pense qu'il faut s'y intéresser parce que c'est un vrai sujet de santé publique. Hein. D'ailleurs, il y a des vraies alertes sur le sujet du bruit et de la nuisance sonore. Je pense qu'il faut s'y intéresser parce que le bruit peut avoir des conséquences sur la santé mentale, la santé physique, psychique. Ça peut être des troubles du sommeil, ça peut être des problèmes de communication, ça peut être des problèmes de stress et autres. Que nous sommes dans un moment assez charnière où finalement il y a multiples transformations des métiers, des organisations, des espaces. On voit bien que quand on écoute les informations, tout n'est pas réjouissant autour de nous. Et puis bien sûr, il y a aussi des enjeux économiques, des enjeux environnementaux qui font que les entreprises tendent à réduire leur empreinte immobilière, à réduire leur surface et très souvent développent des environnements beaucoup plus ouverts, en flex office, en environnement dynamique, qui semblent être pour l'instant une des réponses pour répondre à un certain nombre de défis, hein. Mais la gêne sonore est là et donc le bruit est un vrai sujet social et sociétal et c'est pas que le fait qu'il y ait cette gêne, en fait, ça va beaucoup plus loin. Donc c'est une des raisons pour lesquelles il est intéressant et urgent, je pense, de s'y intéresser. Oui, je pense qu'il y a effectivement beaucoup de méconnaissances autour de ce sujet-là, parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on parle avec des entreprises de l'espace de travail, de bureau, on parle d'hybridation, on parle de visuel, on parle d'expérience au bureau, sans forcément parler d'expérience sonore. Donc c'est un sujet sur lequel tu as fait de la recherche et évidemment tu vas pas pouvoir nous la résumer en 5 minutes, mais on invitera évidemment les personnes qui nous écoutent à aller creuser un petit peu plus ce que tu as pu publier. Quels seraient les points clés que tu as envie de nous mettre en avant par rapport à ta recherche sur le sujet pour des personnes qui n'y sont pas du tout familiers pour le moment ? Alors, un des points clés, c'est que
Le bruit, déjà, c'est pas qu'une question de performance acoustique, parce que plein d'espaces et les entreprises sont quand même attachées à répondre à un certain nombre de labels, de normes, et bien évidemment, il faut répondre à ces labels, et c'est comme ça aussi que on répond via des solutions techniques et donc par un sujet d'acoustique. La gêne sonore subsiste et en fait il est intéressant de s'intéresser à pourquoi elle subsiste parce que le bruit c'est pas juste une question de décibels, c'est pas juste une question de performance acoustique, mais c'est aussi une question de perception. Et donc en fait il y a une question d'usage et de ressenti, et la façon dont on perçoit le bruit n'est pas forcément le même selon le moment de la journée, selon son humeur, selon son état d'esprit et selon la personnalité qu'on peut avoir. Et d'ailleurs, le bruit, c'est aussi ce qu'on n'a pas envie d'entendre. Mm-hmm. Donc en fait, il y a une cause aussi psychologique et beaucoup de causes subjectives liées à la nuisance sonore. Parfois, il y a même aussi le fait qu'en essayant d'avoir une atténuation du bruit, en fait, on va recréer une autre gêne. Et ça, c'est ce qu'on appelle, par exemple, l'effet cocktail inversé, où les espaces deviennent tellement insonorisés de solutions techniques acoustiques qu'en fait, c'est ça qui finit par être la cause de la gêne. Et donc, c'est une des causes subjectives. Et donc, une des réponses intéressantes à laquelle on peut s'interroger ou s'intéresser, c'est la psychoacoustique. Et la psychoacoustique, ça va être au croisement en fait de la mesure physique du son et qui est de l'acoustique et auquel on répond par des solutions techniques, et le sujet de la perception et du ressenti qui est, elle, de l'ordre de la psychologie et avec lequel, en fait, aucune solution technique ne pourra répondre à son besoin. Donc, ça veut dire qu'en fait, il faut s'intéresser, et ça, d'un point de vue RH, c'est intéressant, au sujet de la contrôlabilité. Okay, parce que si je peux contrôler en fait ma gêne sonore, et donc si j'ai suffisamment de choix d'espace pour aller choisir l'espace qui correspond à mon besoin sonore du moment, bah en fait le bruit ou cette gêne sonore, je vais pouvoir l'accepter puisqu'en fait je peux la maîtriser. Ouais. Et donc si je peux la maîtriser, je peux aussi choisir un autre espace dans lequel je me sentirais mieux à ce moment-là. Alors évidemment, je vais mettre les pieds dans le plat, mais je vais faire le lien entre ce que tu me dis et puis ce que tu disais en introduction, à savoir le besoin aussi des entreprises d'optimiser les espaces, etc. Quand je t'écoute et que je me mets à la place de certaines entreprises qui sont plutôt dans une logique de réduction de bureaux, je me dis comment est-ce que je m'adapte à justement ce besoin de maîtrise de chacun et peut-être au besoin d'individualisation, parce que ce que j'entends aussi, c'est que tout le monde n'a pas les mêmes besoins sur ce sujet-là. En fait, la réponse que tu vas apporter, c'est pouvoir répondre à suffisamment de besoins individuels et de besoins collectifs. Donc ça va être tu peux tout à fait avoir une nécessité de réduire ton empreinte immobilière et donc des surfaces moindres, mais réfléchir en fait aux surfaces que tu vas dédier aux tâches individuelles et de concentration par rapport aux surfaces que tu vas dédier au collaboratif ou aux surfaces où tu vas dédier aux besoins en fait de s'isoler. À partir du moment où tu réponds à la fois à des besoins j'ai besoin de m'isoler ou j'ai besoin de communiquer, en fait après tout le sujet va être de la façon dont tu vas ordonnancer les espaces dans la surface qui t'est dédiée. Et donc en fait rien n'est incompatible, tout ça va être une question de dosage et je pense une question de le faire en conscience. À partir du moment où tu comprends pourquoi tu fais les choses et où tu t'es intéressé à la façon dont les uns et les autres interagissent dans l'espace et comment l'espace va conditionner ou pas de bonnes conditions de travail ou le bon comportement, en fait ton champ il est libre et il est large. Ok. C'est vrai que on parle de comment est-ce que les gens vont interagir les uns avec les autres, et tout à l'heure en introduction tu disais finalement la gêne c'est aussi ce que j'ai pas envie d'entendre, enfin le bruit c'est ce que j'ai pas envie d'entendre. Est-ce que ça sous-entend qu'il y aurait des règles à mettre en place dans la façon dont les gens interagissent dans les espaces communs? Comment est-ce que tu traites cette partie gêne? Est-ce que tu peux l'illustrer?
La partie gêne, alors bien évidemment, il y a des sujets bien sûr de comportement, ça c'est sûr. Donc à partir du moment où tu travailles sur la lisibilité de l'espace et que sur le sujet, par exemple, que tes espaces vont être immédiatement et intuitivement identifiables, quelque part, tu as connaissance du comportement que tu es censé avoir dans l'espace. Alors, une fois que j'ai dit ça, on me dira oui, mais les espaces ouverts, il y a quand même un bruit de fond, les gens parlent, interagissent entre eux, etc. Alors c'est vrai que quand on développe des conceptions d'aménagement en environnement dynamique, notamment, on réfléchit aux espaces plutôt de concentration et donc plutôt silencieux. Et donc, alors au-delà des règles de vie, à un moment donné, c'est sûr qu'il faut s'approprier l'espace pour avoir le bon comportement. Et puis, ça veut dire aussi que dans l'organisation spatiale, tu vas plutôt les positionner, par exemple, à proximité des baies vitrées, là où tu mettras plutôt en entrée d'ascenseur des espaces plutôt vivants, dynamiques et sonores, qui vont être les points cafés, qui vont être les espaces de type place du village, et puis en espace tampon et de façon à créer un ordonnancement logique, tu mettras plutôt des bulles ou des salles de réunion. Mais si tes salles de réunion sont entre 12 et 18 personnes, tu vas pas les faire ouvrir sur les espaces de travail qui sont censés être des espaces de concentration. Ils ouvriront beaucoup plus du côté des places du village parce que tu travailles aussi sur la juxtaposition des espaces en fonction de la base sonore de l'espace. On sent qu'il y a beaucoup de qu'en fait il y a beaucoup de bonnes pratiques autour de tout ce séquencement qui sont peut-être pas connues et qui sont peut-être plus traitées d'un point de vue, on va dire j'en sais rien, design, convivialité de l'espace, sans forcément toujours penser à ça. Tu parlais de lisibilité, justement, des espaces. Comment est-ce que tu travailles sur cette lisibilité ? La lisibilité de l'espace, je vais la travailler, par exemple, en travaillant les contrastes, la couleur, la lumière. Je vais travailler la qualité de l'air. Et la couleur, notamment, par exemple, est un élément intéressant parce que si tu choisis stratégiquement la couleur en compréhension en fait de l'impact psychologique que la couleur peut avoir dans le fonctionnement ou le ressenti que l'on peut avoir dans l'espace, en fait tu vas pas forcément choisir les mêmes visuels, les mêmes couleurs dans un espace. Par exemple, je prends souvent l'exemple de la bibliothèque. La bibliothèque, tu y vas parce que tu as besoin de faire une tâche individuelle en concentration. Mais tu peux aussi aller dans une bibliothèque parce que tu as besoin de baisser ta charge mentale. Si ta bibliothèque t'offre des matériaux plutôt en bois naturel, du verre qui peut être représenté par une plante ou par un pan de mur, si tu y trouves un visuel pris dans la charte de ta marque qui représente un cours d'eau, en fait, celui qui vient chercher ce besoin de baisser sa charge mentale et de s'isoler momentanément des autres pour mieux revenir vers les autres après, il va trouver l'apaisement qu'il recherche. Celui qui est en concentration, qui a besoin de concentration, si à ce moment-là on observait ses neurones, on remarquerait qu'en fait il est plus apaisé parce que ça va être bénéfique aux besoins de concentration. Donc il y a un impact qui est mesurable en fait. Voilà, exactement. Par contre, si tu y mets un visuel plutôt de fête, si tu vois des gens en train de jouer de la musique, de la trompette, celui qui vient se concentrer, il arrivera sûrement à se concentrer parce qu'il prête peut-être pas attention, même si finalement, si on prenait des mesures, on se rendrait compte qu'il est beaucoup plus concentré dans l'espace qui est adapté. Par contre, celui qui vient baisser sa charge mentale, en fait, lui, va être à nouveau stimulé. Et donc, quelque part, il va pas forcément trouver l'apaisement dont il avait besoin au moment où il rentrait dans cet espace. Et pourtant, ton espace, il s'appelle bibliothèque. Donc, quelque part, par sa définition, il signifie plutôt ce côté repli sur soi, concentration, et pas forcément se tourner vers les autres. Moi, si je t'écoute, Frédéric, je comprends qu'il y a en fait pas mal de codes et pas juste de l'intuition sur la façon dont on design ces espaces de travail. J'imagine que du coup, les entreprises peuvent être accompagnées sur ces sujets-là pour vraiment penser l'environnement de travail de façon aussi plus inclusive. Alors, tout à fait. Alors,
ce qui va être autour de l'inclusivité dans les espaces de travail, je pense que il y a un point sur lequel on peut être tous très rassurés par rapport à ça, c'est de se dire que en travaillant en fait sur des espaces de travail pour qu'ils soient le plus facilitants, donc ça c'est on va se tourner par exemple vers des notions de design universel. Toutes les actions qu'on va mener, en fait, ça va être bénéfique pour tous. Est-ce que tu peux juste, s'il te plaît, définir design universel pour des personnes qui Alors, ne connaissent pas? Le design universel, ça va être s'attacher à concevoir les espaces en partant de ceux qui ont le plus de difficultés ou le plus de sensibilité. Un espace de travail, en fait, c'est un parcours sensoriel. Et on interagit tous et on réagit tous en fonction de nos sens dans l'espace. Sauf que, comme on n'est pas forcément habitué à ce qu'on le mette en évidence ou à ce qu'on exprime des besoins, en fait, on repère pas forcément les sens qu'on utilise dans l'espace. Mais la lumière, les contrastes, les couleurs vont avoir un impact. Par exemple, si on travaille sur l'ordonnancement logique, ça c'est quelque chose qui est intéressant, par exemple pour des personnes qui ont un trouble autistique, les personnes autistes, et je fais pas de généralité, il peut y avoir plein de variantes possibles, mais très souvent ont besoin d'un ordonnancement qui soit logique. Alors l'ordonnancement logique, c'est tu passes pas forcément d'un espace très silencieux à immédiatement un espace beaucoup plus sonore, beaucoup plus vivant. Et c'est ce côté palier en fait qui est intéressant. Tu vas travailler aussi sur les contrastes, la lumière, parce que certains profils neuroatypiques notamment ont plus de sensibilité au son, à la lumière. Ils ont besoin d'avoir la lecture de ce qu'on attend, parce que dans les codes de l'entreprise, parfois, selon les difficultés que tu peux avoir dans la façon d'interagir avec les autres, dans la façon d'être à l'aise ou pas en espace ouvert, d'être à l'aise ou pas à proximité des autres, le sujet en fait de la lecture et du comportement que tu dois avoir, parfois on l'apprend presque par cœur parce que c'est pas forcément simple pour tout le monde, et donc quelque part le message il doit être clair. Tu vas travailler aussi par exemple sur la séparation des flux. Ça, travailler sur la séparation des flux, ça peut être aussi quelque chose qui est intéressant. Tu vas travailler sur des ruptures dans l'espace. Alors, les ruptures dans l'espace, c'est parce que en termes d'intimité visuelle, par exemple, quelqu'un qui est très introverti ou simplement introverti va être moins à l'aise en espace ouvert parce qu'il va avoir l'impression d'être exposé au regard des autres. Alors après, une fois que j'explique ça, bien sûr, tu forces toujours un peu le trait. Et tu essaies toujours de voir les extrêmes. Mais en fait, les extrêmes, c'est pour ramener à ce qui va devenir la normalité. Donc, on est obligé de passer via ces extrêmes. Mais en même temps, c'est important, et je donne souvent aussi un autre exemple qui n'a rien à voir avec l'espace, parce que je pense que du coup, tout le monde le comprend, c'est le sujet de la souris d'ordinateur. La souris d'ordinateur, au départ, elle n'a pas été créée pour toi et moi ou pour tout le monde. Elle a été créée pour des personnes qui avaient un besoin spécifique pour pouvoir utiliser un ordinateur parce que ils avaient des difficultés motrices pour utiliser leurs mains. Maintenant, de façon quasiment universelle, quasiment tout le monde utilise une souris d'ordinateur. Et tu te dis pas que ça a été créé pour quelqu'un qui avait un handicap. Et c'est devenu la norme. Et donc, en fait, il y a un tas d'éléments comme ça en termes de space planning. J'ai souvent envie de dire, si on le fait en conscience, parce qu'à un moment donné, il faut conscientiser les choses pour que ça devienne fluide et naturel et qu'on n'ait plus besoin d'y penser. Et donc, en fait, si tu le fais en conscience, petit à petit, ça devient la norme et tu te dis pas, tiens, je l'ai créé parce que j'ai tel ou tel collaborateur dans l'équipe qui a ce besoin-là ou cette spécificité-là. Et d'ailleurs, tout le monde après te dit, mais en fait, oui, c'est beaucoup plus fluide. C'est un peu comme quand tu as des endroits où tu as des portes automatiques.
les portes automatiques à la base, elles sont très souvent quand même faites pour des personnes qui sont à mobilité réduite et très souvent en fauteuil roulant. Ça n'empêche que quand tu arrives avec ton ordinateur, ton sac à main et autre chose, et que la porte s'ouvre devant toi, tout le monde en bénéficie. Alors, je sais bien que tout le monde ne peut pas avoir des portes automatiques partout, mais je donne aussi un exemple simple parce que ça permet de mieux comprendre aussi le sujet. Il y a des tas de choses comme celle-ci, et je souriais sur la souris aussi, sur l'exemple de la souris, où finalement, globalement, majoritairement, on ne sait plus trop d'où ça vient et qui est-ce que c'est censé aider. Je me revois il y a quelques années dans un open space avec quelqu'un qui disait « j'aurais besoin d'une souris » avec tout le monde qui se retourne en disant « c'est vraiment une question de génération, je ne vois pas pourquoi tu as besoin d'une souris, elle fonctionne ». Et en fait, finalement, effectivement, il y a des tas de... je pense qu'il y a des tas de sujets autour de cette expérience-là qui ne sont pas du tout compris dans leur intégralité. Finalement, toutes les entreprises qui parlent aujourd'hui d'inclusion de profils neuroatypiques, en fait, il y en a qui en parlent, il y en a qui n'en parlent pas du tout en plus, mais le sujet du parcours sensoriel, il est incontournable du coup. Oui, le parcours sensoriel, en fait, il est bien pour tout le monde. C'est bénéfique et c'est d'autant plus bénéfique, en tout cas de mon point de vue, c'est que plus on ouvre les espaces et plus on peut mettre en risque des personnes, indépendamment même d'un handicap, mais malgré tout, les profils neuroatypiques, c'est presque 20% de la population. Donc, 80% des handicaps sont invisibles. Et on voit bien que la tendance vers la standardisation actuelle des espaces de travail est finalement un risque aussi important d'ailleurs que le bruit, parce que en fait, les sujets, tu peux pas les traiter sujet par sujet, en fait. Comme tu traites pas les sujets par rapport à juste une personne. Tout ça, et à chaque fois, il faut le remettre dans une globalité. Et c'est ça qui est intéressant, notamment, par exemple, quand on s'intéresse à ce qu'on appelle la neuroarchitecture, même si on en parle encore peut-être trop peu en France, c'est essayer de comprendre, en fait, comment on fonctionne et on interagit dans l'espace. Si je reprends l'exemple par exemple de la proxémie, en proxémie tu vas avoir une acceptation de la proximité avec l'autre qui va varier si tu es dans la sphère intime, si tu es dans la sphère sociale, si sociale des fois c'est pas le bureau, c'est pas, même si c'est le lieu de la sociabilité, t'acceptes pas forcément la même chose. Quand tu es dans le métro, je dis pas que ça nous fait plaisir, mais on a quand même un rapport à la proximité qui devient très serré parce que c'est vrai que c'est un peu un choix par défaut, c'est subi. Mais bon, tu finis par l'accepter parce que tu sais que sinon tu prends pas le métro, tu vas en vélo ou tu vas à pied. Quand tu es au bureau, t'accepterais pas forcément la même chose. Oui. Donc toutes ces notions-là sont importantes et intéressantes, et d'autant plus qu'en fait ça va favoriser le sentiment d'appartenance, ça va contribuer à la marque employeur, ça va contribuer à l'ancrage, c'est lié aussi à la motivation et à l'engagement que tu vas avoir. Et l'espace, il faut vraiment le voir, c'est pas le lieu c'est là où tu vas. Et l'espace, c'est là où tu vas créer une histoire. Et cette histoire, il faut déjà passer par tes rituels individuels. Donc, pour pouvoir t'inscrire dans ton territoire, il faut être en capacité de créer ta propre histoire pour ensuite pouvoir créer ton histoire avec les autres. Et donc, quand on parle de collectif, c'est pas juste mettre les personnes ensemble, c'est pouvoir créer cette histoire commune. Et l'espace, c'est vraiment l'outil qui va te permettre, en fait, ou pas, de créer cette histoire commune. Donc elle est importante, elle est d'autant plus importante que d'un point de vue équité, il faut être en capacité que l'espace réponde aux besoins du plus grand nombre et arrive en fait à inclure tout le monde. Et chacun doit arriver à se trouver à sa place et trouver sa place dans l'espace. C'est pas toujours si facile. C'est pas si simple quand on t'écoute, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire. Est-ce que tu accepterais de nous partager concrètement des choses que tu as mises en place et des résultats, s'il y en a qui ont été mesurés, observés, suivis? Oui, alors dans ce qu'on a réussi à mettre en place, c'est déjà par exemple faire travailler l'innovation
innovation d'Orange avec la marque et avec moi-même, notamment sur ce principe de parcours sensoriel. Donc Orange Innovation avait beaucoup travaillé sur justement les profils neuroatypiques et leur rapport à l'espace. Et avec la marque Orange, en fait, on n'a pas modifié la marque. La marque, sa charte existe, il y a des couleurs et des proportions à respecter, mais par contre, on a complètement modifié en fait le brand bâtiment et la signalétique qui est de fait, par exemple, maintenant c'est une signalétique inclusive. On ne parle plus de un référentiel signalétique et un référentiel signalétique inclusif. Non, on y a adopté tous les principes de base pour que la signalétique soit inclusive. Et pareil, toutes les recommandations dans le bâtiment pour les couleurs, dans un accueil, dans une salle de réunion, dans la fameuse espace bibliothèque, dans les espaces de travail, etc. On a complètement retravaillé les gammes de couleurs en fonction de ce sujet, de l'impact de la couleur sur le cerveau et dans l'espace, parce qu'en fait on se rend compte que d'un point de vue productivité, d'un point de vue fonctionnement, d'interaction les uns avec les autres selon les lieux ou les espaces plutôt où on se trouve, ça joue en fait, ça a un impact positif. Vous avez eu des retours, des feedbacks des salariés sur ce que vous avez mis en place justement? Alors à vrai dire, je suis pas sûre que tous en aient forcément conscience, mais par contre, il y a pas mal de communication et d'accompagnement qui est fait auprès des chefs de projet immobilier ou directeurs de programme, ainsi qu'auprès des assistants à maîtrise d'ouvrage qui les accompagnent, parce que pour nous c'est important en fait qu'il y ait une vision globale en fait de l'ensemble. Et ce que j'observe aussi, c'est que malgré tout, lors des expertises acoustiques, en fait, il est souvent évoqué, par exemple, en préambule, des personnes qui s'interpellent dans l'espace ou et échangent entre eux. Et puis, donc, il y a cette expertise, par exemple, pour une raison de gêne et donc de nuisance sonore. Et malheureusement, systématiquement, les solutions, elles sont acoustiques. Et parfois, je mets en évidence, mais refaites faire le plan. Et vous me direz si les salariés vont se sentir bien et si justement trop de solutions acoustiques à un moment donné va pas recréer une autre forme de gêne. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les résonances. Ouais. D'ailleurs, on en avait parlé il y a quelques temps ensemble. On parlait dans le ressenti, le bien-être des salariés. Il y avait aussi qu'est-ce que je suis prêt à entendre, à quel moment, quel est entre guillemets le bruit qui va que je vais accepter beaucoup plus facilement selon le moment, selon le lieu. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus aussi pour que les gens se projettent là-dessus? Oui, ça peut être par exemple l'exemple qu'on a tous connu, on est dans un espace ouvert, on entend deux conversations audibles à côté de nous. Donc le fait d'entendre une conversation qui est audible, quelque part, c'est une gêne. Mais il va y avoir le cas de figure où la conversation qu'on entend nous arrête dans notre tâche, mais en fait, on ressent pas une gêne parce que cette conversation va nous aider à avancer sur un dossier qu'on avait prévu de prendre un peu plus tard dans la journée. Et donc la personne ne vous dira pas j'ai été gênée, j'ai été interrompue dans ma tâche. Par contre, vous entendez à un autre moment une conversation audible, mais les propos échangés ne nous intéressent pas. À ce moment-là, on est interrompu dans notre tâche et on va être agacé parce qu'on est en train de préparer un dossier important pour nous et donc là, il va y avoir une gêne. Donc il y a deux choses. C'est effectivement, je peux demander à mes collègues avec amabilité d'aller échanger sur leurs vacances dans l'espace plus approprié. Mais bon, souvent ça se fait pas. Souvent les gens ont plutôt tendance à maugréer un peu dans leur coin. Ou alors je peux avoir conscience qu'à ce moment-là, il parle pas si fort.
ils peuvent aussi quand même échanger entre eux. Et donc, si j'ai la contrôlabilité et que j'ai conscience que c'est moi qui suis gênée à ce moment-là, j'ai le contrôle, je vais choisir un autre espace, mais bien sûr, il faut qu'il y ait un autre espace qui soit disponible. Et c'est là où la variété d'espaces est importante. Alors, elle est importante aussi, c'est pas souvent abordé, mais malheureusement, autour de nous, on a de plus en plus de personnes qui ont ou qui reviennent par exemple d'une longue maladie. On a tous des exemples en tête. Donc on voit bien que c'est plus un phénomène d'exception. Quelque part, si on a suffisamment d'espace, c'est aussi une façon de mieux accompagner les moments de vie. Et de permettre à des personnes peut-être de revenir, une fois qu'ils ont l'accord médical bien sûr, mais de revenir plus tôt, parce que s'ils ont ces moments où ils peuvent s'extraire un peu des autres pour souffler un peu, peut-être même se reposer et revenir, quelque part ça leur permet de quand même venir sur le lieu de travail, retrouver leurs collègues et retrouver un rythme peut-être plus classique de vie, être moins tourné sur leurs difficultés médicales et les traitements qu'ils subissent, plutôt que d'être obligé de rester en télétravail parce que le lieu ne serait pas suffisamment accueillant. C'est vrai aussi, par exemple, pour des salariés aidants, ça fait partie aussi de l'accompagnement parce qu'il y a des moments dans la journée où vous pouvez peut-être être plus fatigué. Et donc, c'est un peu un ensemble de choses et je me dis que si on regarde un peu la globalité des moments de vie, et que en même temps on entend dire il faut que les gens reviennent sur site. Alors, il y a cet équilibre et l'espace peut être une source d'équilibre et de bien-être. Et justement, effectivement, alors on dit à la fois que, et notamment c'est de plus en plus le cas, mais ça va l'être encore plus dans les années à venir, c'est-à-dire qu'il va y avoir de plus en plus de salariés qui seront aidants à côté, de salariés effectivement qui peuvent revenir de maladie, et donc effectivement il y a quand même tout ce sujet de comment est-ce que je crée les conditions à ce que leur retour au travail, leur période au travail soit facilitée. Et à côté de ça, tu parles de télétravail et j'entends aussi beaucoup d'entreprises se dire voilà tout ce qu'on essaye de réfléchir et de mettre en place sur l'espace de travail. Et pour autant, on n'a pas de contrôle ou de maîtrise sur ce qui se passe quand la personne travaille de chez elle. Qu'est-ce qui nous dit que sur le plan justement expérience sensorielle, ça fonctionne mieux? Comment est-ce que tu le traites ce qui change complètement, c'est que, sauf pareil, bien sûr, il peut y avoir des exceptions, mais en règle générale, ton organisation familiale, tu l'as choisie. Et donc, tu peux même avoir les moments où tu vas avoir l'agitation parce qu'il y a d'autres personnes dans la maison que toi, mais ce bruit-là, c'est ton bruit quelque part. C'est parce que le bruit, c'est aussi le bruit qu'on fait soi-même. Et le bruit qu'on fait soi-même, on l'entend pas de la même façon que le bruit que fait les autres. Et les autres, c'est quand même l'enfer. Et donc, on peut tout à fait avoir, je sais pas, du bruit ambiant, même du bruit des enfants qui sont rentrés de l'école et qui travaillent ou qui sont gardés dans la pièce à côté. Ça sera jamais sauf si ce jour-là on est agacé comme tout parent, mais c'est pas la même perception auditive que peut-être le même nombre de décibels, mais de la voix de ton collègue de travail et que t'avais pas forcément envie d'entendre. Donc tout ça, en fait, il y a aussi le bruit qu'on choisit, le bruit qu'on choisit d'accepter, et puis le bruit qu'on n'arrive pas à accepter. Donc c'est des causes, c'est ça aussi les causes subjectives. Hein. Et très souvent, par exemple, dans l'environnement de travail, où il faut avoir conscience, c'est que j'ai évoqué en introduction qu'il y avait quand même beaucoup de transformations diverses et variées, donc ça se met un peu en mode millefeuille. Et très souvent, les salariés osent beaucoup plus s'exprimer sur leur espace de travail qu'ils n'oseraient s'exprimer sur une organisation stratégique d'entreprise ou de mode de management. Et donc l'espace, c'est un peu le réservoir dans lequel on garde tout ce qu'on peut avoir à exprimer. Et donc dans ces causes subjectives, il peut y avoir des transformations métiers, des transformations organisationnelles, des modes de management
voilà, qui modifie, qui change et qu'on peut avoir du mal à accepter. C'est la peur du changement, c'est le fait qu'on a peut-être déménagé. Et donc, c'est là où, en fait, travailler sur l'ancrage, le sentiment d'appartenance, le faire ensemble sont des points essentiels, en fait, pour s'approprier l'espace et se trouver sa place, en fait, dans cette transformation et qui est à l'échelle de tous. Faut pas oublier que l'espace, c'est quand même le miroir social. C'est passionnant et en fait, pour le coup, nos retours d'expérience, je le vis pleinement. C'est-à-dire que chez nous, chez Authentique Talent, on déménage tous les 18 mois à peu près. C'est pas toujours voulu, mais c'est comme ça que ça se passe. Et on passe un temps en interne assez important à discuter de l'espace, de comment on se l'approprie, de comment est-ce qu'on interagit, etc. Et de temps en temps, on se questionne même sur est-ce que c'est bien normal tout ce temps qu'on passe tous ensemble à en discuter, alors qu'effectivement, comme tu le dis, ça fait écho à pas mal d'autres choses en termes d'organisation, de management, et c'est un sujet sur lequel les gens ont aussi envie de s'exprimer. Je pense à des gens qui nous écoutent et qui se disent « Ok, mais on n'a pas énormément de moyens. Et en même temps, c'est un sujet critique, on le voit. » Quel conseil tu donnerais d'actions concrètes qu'on peut mettre en place et qui, pour toi, ont un impact ? Les actions concrètes, c'est déjà, est-ce que j'ai suffisamment de choix d'espace et est-ce que les espaces vont répondre aux différents moments de vie sur le site. Donc ça peut être avoir la possibilité de travailler en concentration, pouvoir échanger avec d'autres, pouvoir s'isoler parce que j'ai besoin de plus de silence. Donc ça, c'est des points qui sont quand même assez essentiels. Si on est dans un projet de réorganisation spatiale, bien briefer ceux qui accompagnent sur l'interfonctionnement entre les espaces et pas aller juxtaposer des espaces qui n'ont pas la même base sonore. Par exemple, si je mets mon espace type café et qu'il ouvre directement ou même s'il n'a pas de porte, d'ailleurs s'il donne directement sur les espaces de travail, parce qu'on en voit encore beaucoup, comme ça, à un moment donné, c'est soit vous êtes dans l'espace de travail et vous êtes gêné par ceux qui prennent leur café et qui discutent, soit quand vous prenez votre café, vous ne discutez plus et donc vous n'avez plus d'interaction sociale. Donc voilà, c'est pas l'un ou l'autre, c'est plutôt une bonne organisation spatiale. Je pense que d'un point de vue management, par exemple, s'intéresser au mode de fonctionnement des collaborateurs que l'on a, ça veut dire que par exemple, je vais redonner juste des exemples très simples d'introvertis et d'extravertis. J'ai un collaborateur qui est plus introverti et peu importe la raison, j'ai envie d'échanger avec lui de façon conviviale et avoir un échange un peu franc, libre. Je vais plutôt lui proposer la petite bulle coucou, même si elle est très simplement aménagée d'une table et de deux sièges, mais plutôt enfermée, voilà. Et par contre, le collaborateur qui est plus extraverti, lui, pour tirer le meilleur parti de la discussion, je vais plutôt l'inviter à l'espace café, type place du village ou effectivement sur l'espace un peu canapé, parce qu'il va se sentir valorisé, il va sentir qu'on l'a pris en considération, tout comme la personne plus introvertie, vous l'aurez pris en considération, elle se sentira accueillie parce que vous aurez prêté attention au lieu idéal en fait pour échanger avec elle. Donc ces éléments-là, ils sont faciles à mettre en œuvre et en place si on a envie de les tester, par exemple. Ouais. Donc, je récapitule, effectivement, bien penser à distinguer les espaces pour s'adapter à différentes phases pendant l'organisation, se faire conseiller si jamais on est dans un redesign de l'espace, justement sur cette expérience sensorielle. Et j'ai un doute sur le fait qu'on est toujours bien accompagné avec ce niveau d'expertise sur ce sujet. J'ai un doute assez fort. Et puis le troisième point, c'est regarder sur le plan management aussi. Comment est-ce qu'on peut être un petit peu plus à l'écoute des besoins individuels. Évidemment, on est toujours en train de se poser la question de comment est-ce que je jongle entre des besoins qui sont très, très spécifiques, très individuels, et puis le besoin de rationaliser. Mais j'imagine qu'il y a des ajustements qui ne sont pas toujours très coûteux. Exactement. Puis peut-être un autre point aussi, quand on est en flex office ou environnement dynamique, finalement qu'une personne choisisse souvent la même position de travail, parfois en arrivant plus tôt, etc.
finalement, peu importe à partir du moment où il est clair dans les esprits que c'est pas la place de Frédéric, même si Frédéric vous envoie le message tacitement que c'est sa place et que vous seriez tenté de dire c'est sa place. Non, la place est mutualisée, partagée, et quelque part, le jour où la position de travail est prise, ça n'a pas d'importance, c'est le mode de fonctionnement. Donc voilà, chaque chose... on a chacun nos organisations. Ce qui est important aussi, c'est de faire en fonction de sa culture. En fait, il n'y a pas de bon ou de mauvais modèle, mais tout est une question de culture et de croyance. Et là aussi, si d'un point de vue management, les managers n'ont pas travaillé sur leur propre rapport à l'espace et comment eux-mêmes vivent l'espace et qu'est-ce qui les stresse dans l'espace, qu'est-ce qui fait que émotionnellement ils sont bien ou ils sont moins bien, comment voulez-vous ou comment veux-tu à un moment donné qu'ils accompagnent leur équipe si eux-mêmes n'ont pas réfléchi à leur propre rapport à l'espace. Et ça, c'est facile, pas si facile que ça, parce que c'est un vrai sujet, je pense. Mais en tout cas, toute entreprise peut faire et amener cette réflexion et cet accompagnement. Parce qu'après, ça permet de travailler à la valorisation de l'espace. Pourquoi venir sur site et qu'est-ce qui fait la valeur de la présence sur site. Tout comme tu évoquais tout à l'heure le bruit à la maison. Très souvent, si on est bien installé chez nous, en fait, on travaille plutôt en mode silence. Et ce qui fait que revenir vers les autres, le moindre bruit prend de l'amplification. Et d'ailleurs, il commence à y avoir des études intéressantes sur ce sujet où, en fait, c'est là où je disais à Aurélien tout à l'heure, l'enfer, c'est les autres. C'est que l'enfer devient vraiment les autres. Et parfois, c'était pas comme ça avant. Pourquoi d'un coup... je t'insupporte. Donc au-delà même de spécificité ou de handicap ou de besoins particuliers sensoriels. On sent qu'il y a beaucoup de choses à creuser et d'ailleurs on ira voir les ressources que tu nous recommandes puisqu'il y en a pas tant que ça qui circulent par rapport à d'autres thématiques. J'ai une dernière question puisque je sais que tu as obtenu un prix autour de ce sujet-là. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus pour qu'on comprenne ce qu'il y a derrière et ce que ça a pu mettre en lumière comme pratique? Oui, le prix qu'a obtenu Orange est le prix de l'Observatoire de la qualité de vie et du travail, donc sur le parcours sonore inclusif. Donc c'est un parcours sensoriel qui, en fait, il y a 7 fondamentaux auxquels on essaie de s'attacher au mieux dans les projets. Travailler sur l'interfonctionnement entre les espaces, les flux, la contrôlabilité de l'espace, tout ce qui va être le positionnement le positionnement des postes de travail en lien avec la lumière, c'est tout ce qui va être autour de la qualité de l'air, notamment dans les bulles. C'est souvent une des problématiques aussi qu'on rencontre, les bulles dans lesquelles on a l'impression de s'asphyxier rapidement. C'est ce travail sur la couleur et les contrastes. Et c'est essayer aussi de réaliser et concevoir les espaces en fonction de leur finalité et pas juste en fonction de ce qu'on va considérer comme beau ou ce qui va faire plaisir au chef de projet ou ce qui va faire plaisir au designer, parce que l'espace doit répondre à un besoin. Donc c'est essayer de s'attacher à répondre au maximum de besoins et qui correspondent au plus grand nombre. Après, parfois, j'essaie de pousser plus loin, notamment par exemple concernant les espaces cafés. Je suis toujours un peu surprise quand on me répond non, mais il y a un espace au rez-de-chaussée. Oui, mais si je suis en fauteuil par exemple, que le plan de travail, le monnayeur est au-dessus de 150 cm, moi je peux pas prendre mon café en toute autonomie. Et donc bien sûr, je vais avoir des collègues qui gentiment vont me dire tiens, je te prends ton café, sauf que eux ils ont pas besoin d'un autre collègue pour leur dire tiens, je prends ton café, sauf si on te dit tiens, aujourd'hui c'est moi qui offre, mais ça a rien à voir. Donc travailler sur l'autonomie des espaces facilitants, une expérience salariée fluide, voilà, et essayer toujours de se poser la question aussi des choix qu'on fait. Est-ce que ça va pas aller recréer une autre situation handicapante à une autre personne? C'est une vraie réflexion globale. Merci beaucoup parce qu'effectivement, on a touché à plein de sujets et ça ouvre pas mal les perspectives sur un sujet, on va dire,
je vais les ranger dans la catégorie bien-être au travail, mais qui va bien plus loin que tout ce qu'on a tendance à ranger dedans de façon un peu caricaturale. Oui. Puis après, d'un point de vue société, regardons aussi ce qui est en train de se passer, et heureusement, hein, mais dans les écoles, les universités, 2023-2024, c'était 56 000 étudiants en situation de handicap. Et je le rappelle, 80% des handicaps sont invisibles. Et ça veut dire qu'en termes de management, donc management par le care, les espaces par le care, enfin, il y a l'attention aux autres. Et en fait, plus on va être attentif, et ça n'empêche pas d'atteindre ses objectifs économiques, environnementaux. C'est en fait travailler ensemble. Et donc là aussi, il y a un message à faire passer, c'est que c'est pas la population RH d'un côté, la population immobilière de l'autre, mais c'est comment on accompagne de façon responsable les projets et comment les solutions que l'on décide, en fait, on les choisisse de façon à ce qu'elles soient le plus équitables possible. Oui, c'est un bon moyen d'incarner la promesse que beaucoup d'entreprises font justement sur le sujet du care aux salariés. Merci beaucoup Frédéric, c'était passionnant. On ira regarder et approfondir beaucoup plus ce que les éléments de ta recherche. Et merci d'avoir tout partagé avec nous aujourd'hui. Merci de m'avoir reçu.